Bonjour. Je voudrais maintenant vous présenter une manière de programmer qui n'est pas intuitive mais très intéressante. Avant cela, il faut que je vous parle un peu de site web. Je vous ai dit dans la toute première Pythonnerie que Python faisait partie des langages utilisés pour programmer les sites web. Il y a par exemple un gestionnaire de contenu, c'est-à-dire en gros un programme pour gérer un site web, qui est très connu, Django, et qui est entièrement développé en Python. À quoi sert un langage de programmation comme Python sur un site web? Essentiellement, à créer dynamiquement ce que l'on appelle des pages HTML. Ce n'est pas mon but de vous parler en détail de programmation web. Mais si vous voulez voir à quoi ressemble une page HTML, c'est facile. Vous allez sur n'importe quel site, disons au hasard python.org, et vous demandez à votre navigateur de vous afficher le code source. C'est ce que le navigateur reçoit et qu'il sait comment afficher. Ce qui m'intéresse avant tout ici, ce sont les menus. Voilà le code HTML pour le menu principal. Et si vous ne connaissez pas encore HTML, vous pouvez remarquer qu'il y a partout des mots-clés entre des signes inférieurs et supérieurs que l'on appelle des balises. Le navigateur ne les affiche pas, ce sont des commandes pour lui. Elles vont d'habitude par paire, la balise de fin commençant par inférieur, barre de division. Le menu est compris entre des balises UL, qui signifie Unordered List, liste non ordonnée. Chaque entrée dans le menu est entre des balises LI, pour list item, élément de liste. Et à l'intérieur de chaque paire de balises LI, on trouve une balise A pour anchor ou ancre. Cette balise indique un hyperlien, c'est-à-dire en général ce sur quoi il faut cliquer pour aller sur une autre page. À l'intérieur de la balise, on trouve href, qui indique soit sur quelle page, soit comme ici dans quel répertoire aller. Et entre les balises, on va avoir ce que le menu affichera et ce sur quoi on va cliquer. Je récapitule. Dans une page HTML, un menu c'est souvent une paire de balises UL, entre lesquelles on a une paire de balises LI par choix possible, et entre lesquelles une paire de balises A dit où l'on va, et ce qu'il faut montrer à l'écran. L'apparence du menu est contrôlée par ce qu'on appelle des feuilles de style, avec souvent en prime un peu de programmation dans le langage qui s'appelle JavaScript. Mais revenons à Python. L'avantage de créer les pages HTML à la volée, de manière dynamique, c'est que l'on peut les adapter aux visiteurs. Un visiteur occasionnel verra un certain nombre de choses sur le menu. S'il rentre un nom et un mot de passe et se fait reconnaître comme membre, il verra d'autres options. Par exemple, il pourra poser des questions sur le forum, ou accéder à certaines sections. Certains utilisateurs, comme les modérateurs du forum, pourront faire d'autres choses, comme nettoyer le spam ou faire disparaître les messages des trolls. Comment représenter un menu en Python? Finalement, un menu c'est un ensemble d'intitulés, associés à des pages vers lesquelles on est dirigé quand on clique sur l'intitulé. On pourrait utiliser des listes avec des éléments que l'on séparera comme nous l'avions fait dans le programme des questions-réponses. Mais comme j'ai une idée derrière la tête, je vais faire un tout petit peu différent. Je vous avais dit que dans une liste, les éléments pouvaient être n'importe quoi, y compris des listes. Je vais représenter chaque option par une liste de 2 éléments, l'intitulé et la page de destination. Vous voyez bien comment je peux représenter mon menu, et bien entendu ajouter et enlever les options à volonté, avec les opérations sur les listes que nous avons déjà vues. Il est facile d'écrire une fonction qui produit le bout de code HTML qui irait bien pour afficher ce menu. D'abord, la balise ouvrant UL, puis je boucle sur les options en récupérant les 2 éléments d'un coup, c'est une facilité d'écriture que permet Python. Puis pour chaque option, la balise ouvrant LI, la balise A avec l'adresse, l'intitulé, la balise A fermante et la balise LI fermante. Et en fin de boucle, la balise UL fermante. Je lance. Impeccable, cela a l'allure de ce que nous avons vu sur python.org. Mais maintenant, corsons un peu les choses. Et si l'on avait des sous-menus? C'est-à-dire que quand l'on clique sur une option, on ouvre un autre menu au lieu d'aller sur une autre page. Le côté apparition-disparition est généralement géré par du JavaScript. Au niveau du HTML, on a toute une arborescence, c'est-à-dire que l'on va retrouver, au lieu d'avoir directement des balises A entre les balises LI, l'intitulé et un autre bloc menu entre des balises UL.
Comment représenter cela dans ma liste Python? Très facile. Là où j'avais l'emplacement d'une page, je vais substituer une autre liste représentant un menu, qui a la même allure générale que le menu. Il ne faut pas se tromper dans le nombre de crochets, mais sinon ce n'est pas plus compliqué que cela. Sauf que maintenant, pour cracher du HTML, cela se complique. Ce qui va nous sauver, c'est ce qu'on appelle la récursion. Le principe de la récursion, c'est de résoudre quelque chose de compliqué en fonction d'une version un peu moins compliquée de la même chose, jusqu'à arriver à quelque chose de vraiment très facile, puis revenir en arrière pour résoudre le problème initial. Je vous montre, c'est plus facile à comprendre sur un exemple. Pour le menu, le cas facile, c'est quand il n'y a pas de sous-menu, quand on est au dernier niveau. Afficher le sous-menu tout seul, on saurait bien faire. C'est exactement ce que l'on vient de voir. Et quand il n'y a pas de sous-menu, on sait bien faire aussi. Chaque fois que je récupère une option, je vais vérifier si cette option est ou non une liste, ce que je peux faire avec l'expression suivante, if isInstance, parenthèse ouvrante, option, virgule list, parenthèse fermante. isInstance est une fonction qui retourne vrai ou faux, selon que le premier argument est du type correspondant au deuxième ou pas. Je vais commencer par le cas où ce n'est pas une liste, que nous savons traiter. Et maintenant, que fait-on quand c'est une liste? Eh bien c'est simple. On suppose que la fonction est déjà, si l'on peut dire, fonctionnelle, et on l'appelle pour afficher le sous-menu. On lance, et hop. On peut faire plus joli, naturellement. Si vous vous rappelez, quand on applique la multiplication à du texte, on l'affiche autant de fois. Je vais ajouter un paramètre décal, de manière à indenter un menu en insérant décal blanc en début de ligne. Cela ne changera rien pour le navigateur, mais cela donnera une page HTML plus lisible. Au début, mon décalage est de 0. Quand je rappelle la fonction, je décale de 2 blancs de plus. Voilà ce que cela donne. Et si je rajoute encore un niveau de menu, cela fonctionne toujours, magiquement. La récursion, avec ses fonctions qui s'appellent elles-mêmes et qui ont l'air de se manger la queue, m'a toujours fait penser à quelque chose qui me fascinait quand j'étais petit garçon, l'illustration de la boîte de vache qui rit avec le fameux dessin de Benjamin Rabier sur laquelle les boucles d'oreilles de la vache sont faites avec la boîte sur laquelle on retrouve la même illustration avec les boucles d'oreilles. La récursion est une méthode de programmation très puissante mais pas toujours très bien utilisée. Je l'ai vu expliquer beaucoup de fois, non pas par la vache qui rit, mais par les calculs de factoriel. Une factorielle, notée n point d'exclamation, c'est le produit d'un entier n par tous les entiers plus petits, et c'est quelque chose que l'on emploie beaucoup en probabilité pour les calculs de nombre de combinaisons. On dit, la factorielle de 1 est 1, c'est le cas trivial, et pour n plus grand que 1, la factorielle de n vaut n que multiplie la factorielle de n-1. Évidemment, on peut traiter cela récursivement. On peut dire que si n est supérieur à 1, alors on retourne n que multiplie la factorielle de n-1, c'est l'appel récursif, sinon on retourne 1. Je laisse volontairement de côté la gestion de la validité des données pour ne pas alourdir. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais calculer la factorielle de 4, je vais dire c'est 4 que multiplie la factorielle de 3, que je ne connais pas, et ainsi de suite, jusqu'à trouver 1. À ce point-là, je reviens, et je peux calculer la factorielle de 2, puis celle de 3, puis enfin celle de 4. Sauf que comme exemple de récursion, c'est nul, pour ne pas employer un mot plus grossier. En effet, on connaît parfaitement les points de départ et d'arrivée. Pourquoi remonter jusqu'à 1, puis redescendre, plutôt que de partir directement de 1? La bonne manière de calculer la factorielle de n, c'est une simple boucle. Pas d'appel récursif qui rajouterait du travail pour rien. La factorielle, c'est quelque chose de relativement linéaire. Calculer en fonction d'une autre factorielle peut être intéressant si l'on mémorise, par exemple dans une liste, des résultats que l'on saura réutiliser. Sinon, cela n'a aucun intérêt. La récursion, c'est pour quand cela part dans tous les sens, et que l'on ne peut pas traiter facilement. Pour un menu, on ne sait pas à l'avance où seront les sous-menus, ni combien il y en aura, ni quelle profondeur de menu on doit affronter. Impossible de traiter cela simplement avec une boucle. Autre cas intéressant de récursion que nous verrons dans le prochain épisode, les tris.